va passer au dernier exposé par Jean-Claude Desenclos qui va vous expliquer comment on aurait pu prévoir tout ça. J'avais une question, mais je ne l'ai pas posée parce que ça allait être pris sur mon temps. C'était comment, mais je pense que c'est au cœur des... C'est pour ça d'ailleurs que, que ce genre de présentation est importante dans des réflexions de ce type. C'est comment, à partir de ces analyses-là, on construit de manière peut-être le moins déraisonnable des politiques publiques sur des gros sujets du style, si on se met aux États-Unis, par exemple l'obésité et ces choses-là, et comment on intègre toutes ces modifications sociales que l'on doit associer avec la rationalité qu'on connaît sur la physiopathologie, etc., etc. Et ça, c'est, je pense, des enjeux et l'éclairage des différentes sciences, en particulier sciences humaines et sociales, dans ce genre de choses, montre que c'est un préalable maintenant absolument indispensable, sinon ça se passe toujours pas très bien. Donc voilà, je suis un peu anxieux de passer après tout ça, parce que de la détection à l'anticipation des menaces, intérêt d'une approche prospective, il y a eu quelques mots de cette nature qui ont été utilisés pendant la présentation d'avant, on ne s'était pas concerté, donc ça fait un peu la transition. Simplement, je voulais... Où on est, en tout cas pour ce qui est de ma casquette, j'espère qu'on ne me le reprochera pas, je suis à l'Institut de veille sanitaire et on a des missions qui sont définies dans les textes, et donc je ne veux pas les rappeler, mais dans une perspective d'aide à la décision, et dans tout ça, il y a veille, vigilance et alerte, surveillance permanente de l'état de santé, et comme l'a dit Didier Torny ce matin, c'est au présent, donc on doit être capable de le faire surtout, à tout moment, n'importe où, en tout cas dans le territoire de la République, ce qui est de l'ordre de l'impossible. Donc, pour ça, on se base sur des outils, alors je ne vais pas reprendre, mais tout ça dans le détail. La surveillance en santé publique, c'est le gros outil qui fonde, en tout cas, un institut comme le nôtre. Et dans la surveillance, il y a un certain nombre d'objectifs. Il y en a deux, je pense, qui vont nous intéresser dans cet exposé. C'est suivre des tendances, donc des choses qui évoluent dans le temps, qui représentent tendance à l'augmentation. On se mettra dans des scénarios négatifs. Il y a des tendances à la baisse quand ça va mieux dans l'évaluation, mais c'est pas ça sera pas ça le sujet d'aujourd'hui. Et surtout aussi détecter des phénomènes représentant un danger pour la santé. Et donc tout ça toujours dans une finalité de santé publique et collective et d'action. Et donc, en fait, ces outils, le concept de surveillance a évolué, et on est passé, peut-être sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs, mais en tout cas en France, on a eu la chance d'avoir que le mot veille sanitaire soit introduit par des textes et pas par la profession de la profession. C'est qu'on s'est aperçu que, bien sûr, la surveillance était par nature initialement focalisé sur des maladies au début, ça s'est élargi à l'ensemble des questions de santé, et c'est surtout organisé en système, chacun sur un sujet pouvant plus ou moins être vaste, mais un sujet délimité, parce qu'on ne peut couvrir tous les champs de la santé publique par des systèmes, en tout cas focalisés, et on doit cibler des priorités liées à une politique de santé publique, et qui regardent les problèmes du présent qui se posent à un temps T. Et donc ça n'assure pas la couverture exhaustive des risques, et du coup, en fait, le concept de veille sanitaire est né avec celui de la sécurité sanitaire, qui implique de couvrir l'ensemble des risques, et risques réels ou construits. En tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé, et c'est le syndrome du lampadaire. Ça fait partie des éléments de la discussion au Sénat, je crois, en 96, où l'important, les systèmes de surveillance, donc les lampadaires, et entre les deux, qu'est-ce qui se passe, quels sont les germes, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de cette manière-là. Et donc, au fond, la veille sanitaire, c'est un peu une extension de tout ça, où on collecte et analyse en continu, par les structures de santé publique, des signaux pouvant représenter un risque pour la santé. Donc, dans une perspective d'alerte, d'action précoce. Donc là, on est dans l'alerte, on est toujours dans la détection, on n'est pas dans des histoires d'anticipation encore, chose vers laquelle je vais essayer d'amener un peu de réflexion qu'on a eue à l'Institut ces derniers temps. Et donc, la veille sanitaire, ça associe la surveillance spécifique et non spécifique. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le signalement d'événements donc par n'importe qui, les professionnels de santé en particulier, mais par tout le monde, dont maintenant il faut tenir un registre sur la base de décrets d'application de la dernière loi qui a été votée récemment. Et puis, bien sûr, la veille internationale, parce qu'on est dans un monde mondialisé, et les choses peuvent venir d'ailleurs. Et donc, il y a un cadre légal qui s'est imposé au niveau national, européen, international, qui maintenant est une évolution assez intégrée dans les textes au niveau mondial, mais ça implique une capacité permanente de réception, d'analyse, d'investigation de signaux dans une perspective d'action, mais d'action, en tout cas, le corollaire, c'est une action
réaction immédiate. J'ai un truc qui se passe là, je le regarde, c'est un problème, c'en est un, oui, bon, il faut le contrôler, j'agis, et puis je passe à autre chose. Et donc, ça c'est la... Pardon, je vais plus vite que mes diapositives. Ce schéma, il y en a d'autres, mais c'est une représentation. Donc on génère des signaux à partir de systèmes de surveillance quantitatifs, spécifiques, non spécifiques, ou bien qualitatifs sur la base de signalement, et on imagine qu'un certain nombre d'endroits qu'on doit connaître, qui sont bien identifiés, on évalue le signal, qu'on classe en menace ou pas de menace, et il y a une intervention qui est mise en place, nécessaire quelquefois des investigations complémentaires, et surtout on a aussi, et ça on l'oublie souvent, suivi de l'intervention, de l'impact de l'intervention pour qu'on soit dans une boucle dite vertueuse. En fait, donc ça, c'est la veille, et au fond, on peut s'interroger, y a-t-il des limites à cette veille? Il y en a, bien sûr, mais en tout cas, du point de vue de notre métier, ce qu'il faut bien voir, et je ne l'ai pas perçu au début quand j'étais plus jeune, mais maintenant ça m'apparaît beaucoup plus évident, c'est que la veille sanitaire cible les menaces pour la santé. Ce n'est pas toujours des menaces d'ailleurs, ce sont des représentations de menaces pour la santé, comme ça a été dit avant. Elles sont aiguës, et surtout aiguës à court terme, avec un rythme quotidien, voire hebdomadaire, de production de signaux d'alerte, et sur un mode réactif. Une alerte, un signal, une alerte chasse une autre. Tout ça, il y en a de plus en plus. Les ressources ont tendance à diminuer. Les questions qui se posent derrière, est-ce qu'on a suffisamment de temps de recul pour identifier et interpréter d'éventuelles tendances dans ces signaux? On regarde moins ou très peu, en tout cas c'est ce qui me frappe, les risques chroniques qui peuvent, tout en montant tout doucement, bien poser des gros problèmes de manière, dans un deuxième temps, et tout aussi important, si ce n'est plus important que des choses qui vont très vite, qui sont à court terme. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer, alors, signaux faibles, annonciateurs de rupture noyés dans le flux? La notion de signaux faibles, c'est pas que c'est faible, c'est que c'est pas capté ou c'est mal capté. C'est ça qui fait la définition d'un signal faible. Et est-ce que dans tout ça, il n'y a pas des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne donne pas le temps ou les moyens peut-être d'y réfléchir? Et puis, quel danger, à partir de toute cette multitude, quels risques et menaces à anticiper à moyen et long terme qui pourraient en avoir un impact sur la santé publique? Donc, et puis, par rapport à cette manière, ce métier, quand on parle entre nous, qu'on discute, le signal, on le valide, enfin, on a tout un... Mais on est sur un champ assez normé, mais y a-t-il d'autres champs de veille pertinents qu'il faudrait intégrer, qui n'était peu possible il y a encore quelques années? Maintenant, ça l'est beaucoup plus avec les développements technologiques, donc scientifiques et documentaires. On a accès en 30 secondes à toute la science en résumé, et par les technologies maintenant, les évolutions technologiques, médiatiques, et les signaux médiatiques et sociétaux qui quelquefois donnent des éléments, non pas sur ce qu'est un événement, des éléments de contexte que si on n'intègre pas, on ne voit pas nécessairement là où se pose le problème. Donc la question qu'on s'est posée, qu'on se pose, et sur lesquelles on est balbutiant, même débutant, donc je suis un peu anxieux de parler de ça, parce que on n'a pas d'expérience beaucoup là-dessus. Investir dans la prospective, c'est une démarche ouverte qui a pour objectif d'explorer l'éventail des avenirs possibles afin de dégager, je pense que c'est là que ça devient intéressant, des marges de manœuvre et des espaces de choix à investir et à promouvoir. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour prévoir, pour prédire, c'est de se préparer un peu mieux maintenant à des choses qui pourraient se passer ou qu'on peut imaginer sur la base d'évolution de tendances ou des scénarios. La prospective s'inscrit sur le long terme, 20, 30, voire 50 ans. Il y a des approches par scénario. Ça ne vise pas à prédire. Donc mon prédécesseur, qui est plus légitime que moi, puisqu'il dirige un centre de prospective, a dit que c'est pas pour prédire. Donc voilà, là, au moins, je dis pas de bêtises. Mais à éclairer ce que l'on prépare maintenant. C'est-à-dire que des choix maintenant peuvent être faits sur une réflexion prospective. L'un des problèmes par rapport à ce que l'on fait dans un institut comme le nôtre, c'est que l'horizon de la prospective est très long, alors que l'évolution des dangers et des risques, parce que c'est là-dessus que l'on nous attend, et puis c'est aussi notre métier, et on sait qu'on peut prévenir un certain nombre de choses. L'évolution des dangers et des risques pour la santé est très labile dans un contexte de mondialisation croissant, et donc de la prospective à 20, 30 ou 50 ans, c'est peut-être un peu trop long. Donc une approche médiane, un terme qui, d'associer le mot veille et prospective, qui serait au fond, c'est peut-être un peu prétentieux de vouloir le définir,
mais une démarche d'anticipation stratégique tente de rendre l'avenir à court moyen terme un peu moins flou, qui sort du cercle de l'urgence et qui revient à agir sur la contrainte, intègre des informations multiples et des analyses sans a priori, c'est-à-dire que quelquefois on a des modèles qui sont basés sur les connaissances, mais un événement qui survient peut au fond correspondre à un modèle que l'on va comprendre quand on aura décrypté l'événement qui survient. Donc tout ça est noyé dans la masse, le flux quotidien, comment prendre du recul. Le rétexte sur la pandémie de grippe a montré qu'on était, dans un organisme comme le nôtre, pas toujours bien armé pour prendre du recul. Donc l'objectif d'une approche un peu intégrant de la prospective, c'est de tenter d'identifier dans la masse des signaux et des tendances porteuses de sens, et puis d'identifier des signaux ou des faisceaux de signaux qui révèlent des nouveaux risques ou opportunités et d'éventuelles ruptures. Donc il ne faut pas faire ça au quotidien, il faut prendre un peu de recul et comme le dit, enfin c'est adapté de ce que dit Hugues de Jouvenel de Futurib, c'est tenter d'identifier dans ce que l'on voit au quotidien des germes, des questions de sécurité de santé publique à venir. Donc c'est un terme une phrase qu'il dit souvent, que j'ai adaptée aux besoins de santé publique. Donc l'hypothèse qu'on fait, ce qui paraît anecdotique et inhabituel ou mal expliqué aujourd'hui, peut être révélateur de ruptures dont on ne pourra comprendre la rationalité que secondairement. Ça, c'est l'hypothèse que l'on fait. Elle peut être fausse, on peut la rejeter, mais en tout cas, elle vaut la peine en tout cas d'être mise en avant. Et donc, si on essaie de passer la veille prospective par rapport à ce que l'on fait actuellement chez nous, on a la veille sanitaire, donc alerte, réactive, court terme, sécurité, maîtrise au coup par coup. La surveillance, on est plus, bien que ça produise aussi de la veille et des choses à court terme, ça regarde plus le point en santé publique, les tendances connues. Par la modélisation, on peut projeter sur quelques années des tendances pour voir l'évolution de tel cancer ou de telle chose. Ça contribue aux politiques publiques et c'est principalement dans une perspective de prévention. La veille prospective, elle s'insérerait entre donc cette veille, cette surveillance et la prospective, qui sera la ligne qui va se rajouter, sur un horizon, disons, de quelques années, 5, basé sur bien sûr tous les éléments qui sont produits par la veille sanitaire, la surveillance chez nous et au niveau de la littérature, en y ajoutant de la veille scientifique, technologique, médiatique, et pour pouvoir essayer de décrypter des nouvelles tendances, des signaux annonciateurs, d'une prise de recul qui permettront d'éclairer ou d'aider à faire certains choix, et alors que la prospective, basée sur des scénarios, est beaucoup plus à long terme. Donc l'exemple, la présentation qu'a fait Odile Boutou, au fond, résulte de cette démarche qui n'était pas du tout conceptualisée, mais en tout cas, sa présentation suit un peu ce démarche-là. On a de nouvelles technologies, on imagine qu'il y a des risques tout à fait légitimes. Les éléments scientifiques commencent à montrer que ce n'est pas complètement toujours anodin, et donc on se met en position de regarder si ces risques se matérialisent là où il y a une exposition. Donc c'est de l'anticipation, c'est de se mettre dans une perspective de prospective, et tout ça, on le fait comme M. Jourdain faisait de la prose, en tout cas sur cet exemple-là. Donc à INVS, comment peut-on... à quoi ça va servir ce machin-là, cette usine à gaz potentiellement, en tout cas c'est quelquefois des choses qu'on entend. La finalité, c'est d'orienter les nouvelles priorités de surveillance de l'INVS. C'est pas ça qui va à coup sûr déterminer les bonnes, mais en tout cas ça peut y contribuer, ça devra y contribuer. Et puis sensibiliser, éventuellement alerter les autorités par anticipation sur des choses sur lesquelles des faisceaux d'arguments construits de manière rationnelle peuvent apparaître. Donc il ne s'agit pas de prédire, mais de sortir du mode réactif, promouvoir la proactivité, prendre du recul vis-à-vis du flux quotidien. C'est difficile, mais je pense aussi qu'on doit aussi se ménager ces espaces-là, parce que c'est là aussi où on comprend un peu mieux ce qu'on fait et les éventuelles directions dans lesquelles les choses peuvent aller. Intégrer des éléments sociaux. Je crois qu'on n'a jamais eu autant d'interventions de sciences humaines et sociales, en tout cas j'en ai vu 3 ou 4 dans les journées de veille sanitaire, donc c'est peut-être un indicateur qui montre que ces éléments-là contribuent peut-être à notre réflexion, et mobiliser les sciences humaines pour compléter les analyses cœur de métier. Je pense que ça c'est important. Il ne s'agit pas de tous devenir sociologues, loin de là, cette pensée, mais en tout cas d'éclairer et de donner en tout cas des éléments du contexte dont qu'on oublie tout le temps, donc le contexte social dans lequel on est. Le principe d'organisation d'une veille, c'est un peu la réflexion que l'on a menée, c'est qu'au fond, cette veille prospective qui concerne
une approche qui doit essayer d'éclairer nos choix des quelques années à venir. Il faut que l'INES doit en assurer la responsabilité parce que ça concerne ses missions, mais ça ne doit pas se faire seul. Il faut une coordination transversale au niveau de l'Institut. Ça nécessite de mobiliser des sources d'informations multiples, de mobiliser des avis extérieurs, des collaborations avec d'autres. On ne travaille pas seul, le risque résulte d'exposition et donc de collaboration avec d'autres, ANRS, INRS, Futurible aussi, à qui on a des contacts. Et puis faire ce travail-là, c'est un travail qui ne doit pas se faire au jour le jour, mais par période de synthèse. Et donc on envisage, et donc ça c'est, on a envisagé, et c'est prévu d'ailleurs, c'est programmé, un premier séminaire de veille prospective, il faut bien démarrer quelque part, où on va essayer de faire un bilan et une mise en perspective sur 3 à 5 ans des dangers et risques en santé publique, à partir des données de surveillance, de veille sanitaire, bibliographique, technologique et documentaire, en présence d'experts externes d'origine et de disciplines variées que je qualifie de challenger. Avant, ma présentation d'avant, c'était en présence de challenger, mais j'ai mis d'experts qui jouent un rôle de challenger parce qu'en mettant en tension les angles de vue, ça fait naître des idées et ça peut faire naître des compréhensions que l'on n'a pas si on regarde qu'avec son propre angle de vue. Et donc aussi les interactions entre les analyses internes et celles des experts externes, ça élargit la vision. Donc ce travail là qui est coordonné par la DISC, c'est quelque chose qu'on va essayer d'initier, qu'on va initier cette année. C'est un premier pas vers justement cette prise de recul. Donc en conclusion, il ne s'agit pas du tout de renier tout ce qu'on fait et qu'il faut continuer à faire de la manière dont on fait et qui apporte, et qui est très utile pour maîtriser beaucoup de risques et d'événements dès qu'ils sont détectés, qu'on détecte de plus en plus précocement, mais c'est complémentaire pour anticiper, ça se nourrit de sources déjà disponibles, ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est en fait un mode d'analyse différent, donc c'est l'angle qui change. Ça n'a pas vocation à prédire, et ça, je crois qu'on a un sujet vraiment majeur là-dessus, nos tutelles, au niveau de certains de nos contacts de la Direction générale de la santé qui ont à gérer, dont on peut comprendre, veulent qu'on prédise, voudraient qu'on prédise. Et non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on peut prédire. Ce que l'on peut essayer de faire, c'est, au travers de ça, de voir comment on se prépare à des choses, à des scénarios qui pourraient, et comment les argumenter. Ça nécessite une coordination active au niveau d'un organisme ou d'un institut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est une activité à intégrer dans un contexte d'activité très chargé et de moindres ressources. Donc il ne faut pas faire d'usine à gaz, il faut être pragmatique, il faut essayer d'être modeste et avancer pas à pas. Et l'image de la construction par étapes qu'a utilisé Odile Boutou est, je pense, la bonne manière de faire. C'est quelque chose qui est partagé par d'autres agences. Et puis, par ailleurs, ça nécessite une coordination avec les autres agences et la recherche. Il y a une couche probablement complémentaire qui est absolument nécessaire et indispensable, c'est une analyse vraiment de prospective au niveau du ministère de la Santé sur les risques en santé publique des 20 prochaines années, non pas par cette approche-là, mais beaucoup plus par une approche de prospective par scénario, pour voir un peu comment on se prépare déjà maintenant pour l'avenir qu'on imagine, sachant que l'INPES a fait ce travail il y a 2 ans avec 3 scénarios et que ça l'a beaucoup aidé, en tout cas dans la construction de ses priorités. Je vous remercie. Et je voulais, pardon, j'oublie toujours, je voulais remercier un groupe R31 un peu secret, mais qui existe, de veille prospective, et dans lequel il y a un groupe veille prospective à l'ANSES qui nous a beaucoup aidé dans la réflexion. Daniel Echstein, Bertrand Xéry et Louis Laurent, non pas parce qu'ils sont modérateurs, mais peut-être qu'ils ont été choisis modérateurs parce qu'ils étaient déjà très impliqués dans ces activités. Je vous remercie.